Voilà, alors bonsoir chers amis et je pense chères familles. Nous allons repartir à travers un grand voyage à travers le monde des poissons. Peut-être vous voyez, la première photo, c'est une photo que vous aviez déjà vue la dernière fois où je suis assis devant l'aquarium de mon bureau. Si vous regardez bien, vous verrez quand même une petite différence. C'est que sous le titre, j'ai indiqué les kilis. Voilà ce qui s'est passé. C'est que quand, avec Julien, nous avons commencé à sélectionner les espèces que nous voulions montrer cette fois-ci, nous avons commencé par les poissons que les aquariophiles et même les scientifiques commencent à appeler kili. Je vais revenir là-dessus et finalement, on a sélectionné tellement d'espèces intéressantes et jolies qu'on s'est dit, bien, on va se borner cette fois à ce groupe de poissons. Alors maintenant, je sais que dans mon audience, il doit y avoir deux groupes. Il y a un groupe de personnes qui sont aquariophiles et qui connaissent parfaitement les kilis. Et qui, certains d'entre eux, je l'ai vu, ils ont même des connaissances redoutables. Ils les connaissent en fait beaucoup mieux que moi, souvent. Et puis, je pense qu'il y a un autre groupe, peut-être même ce nom, ce mot de kili est inconnu. Alors, je leur dois quand même quelques explications. Alors, les kilis sont des poissons qu'on appelait autrefois euh, euh, qu'est-ce que... Ah, ça va mal. Cyprinodontes. On les appelait autrefois des cyprinodontes parce qu'on les regroupait tous dans une grande famille des cyprinodontidae. Et parmi ces cyprinodontes, il y en avait même qui étaient des poissons vivipares qui vivent surtout au Mexique, en Amérique centrale, enfin, ils s'étendent un peu au nord et un peu au sud. Et donc, on distinguait même les cyprinodontes ovipares des cyprinodontes vivipares. Bon, on a déjà supprimé ces derniers, qui sont presque tous partis dans une famille spéciale qu'on appelle les Peucilidae, et qui sont, en parenthèse, des poissons très populaires pour les aquariophiles, puisqu'ils sont vivipares et faciles à garder, et qu'on en a fait des tas de variétés très joliment colorées. Mais ici, on va parler seulement des cyprinodontes ovipares. Et ces cyprinodontes, peu à peu, les gens ont changé, ont perdu ce nom et sont mis à les appeler kili. Alors, le mot kili, semble-t-il, c'est assez amusant. Ça serait un mot pour distinguer des petits ruisseaux, des petits cours d'eau en hollandais. Parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de Hollandais qui sont partis émigrer pour les côtes nord-américaines. Par exemple, New York, avant de s'appeler New York, c'est d'abord appelé New Amsterdam. Et dans ces contrées sauvages où la nature encore très belle, il y avait des tas de petits ruisseaux qui grouillaient de tas de petits poissons que ces Hollandais ne connaissaient pas. Et alors, ils ont commencé à les appeler tous killifish, parce que petits poissons, quoi, de kill. Et puis, peu à peu, je ne sais pas pourquoi, il semble que c'est surtout des poissons du genre Fundulus qui n'existaient pas, bien sûr, en Hollande, qui ont pris peu à peu ce nom de Kili. Et comme ces Fundulus sont apparentés, plus ou moins lointainement, à d'autres poissons un peu du même genre qui vivent en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, ce nom de Kili est peu à peu passé l'Atlantique et maintenant il est employé par tous les aquariophiles et même c'est assez curieux par des scientifiques alors que c'est un nom qui a au fond peu de valeur scientifique. Alors maintenant les Kili font partie de très nombreuses familles et disons qu'ils ont ceci en commun, c'est que c'est presque toujours des petites espèces, il y a très peu d'espèces qui dépassent les 10 cm, ils sont souvent très jolis et ils ont aussi souvent des mœurs très intéressantes et ils peuvent vivre dans des habitats très particuliers. En général, ils vivent plutôt dans des habitats, disons, peu profonds, petits et parfois très peu étendus. Et ce qui les rend très intéressants et tout. Et surtout, ils ont des adaptations écologiques pour vivre dans des milieux difficiles, comme par exemple même dans des eaux temporaires, car ils peuvent survivre d'une année à l'autre sous forme d'œufs qui survivent dans la boue d'une saison des pluies à l'autre. Alors maintenant, pour commencer, si je me souviens bien, je crois qu'il y avait d'abord quelques espèces justement Fundulus de ces fundulus heterophytus. nord-américains, une espèce très abondante, mais qui vit surtout dans les marais salants tout le long de la côte nord-américaine, de la Floride jusqu'au Canada, et qui est un peu devenu, disons,
ouais, le cyprinodontidé de base américain. Ce qui est amusant, c'est que cette espèce s'est introduite, on ne sait pas très bien comment, dans le sud de l'Espagne. Et qu'à un moment, on a même cru que c'était une nouvelle espèce espagnole du genre Valencia. Bon, et puis, malheureusement, cette espèce-là, je ne l'ai jamais vue moi-même. Par contre, j'ai vu l'espèce suivante, Fundulus grandis, dans le nord du Mexique. Et grâce à Juan Miguel Artigas, j'ai pu avoir une photo de ce poisson. Donc, je le remercie beaucoup ici. Comme vous voyez, c'est un assez joli poisson. Et la troisième espèce que je montre ici, c'est Fundulus zebrinus, qui vit, lui, sur la côte du Texas. En fait, c'est parce que je cherchais mon espèce mexicaine que je suis tombé sur celle-ci parce qu'elle lui paraît un peu, comme vous voyez, elle est beaucoup plus jolie. Et j'ai trouvé que la photo était tellement jolie que finalement, je l'ai gardée. Alors maintenant, quittons ces fundulus d'Amérique du Nord et partons pour la région la plus extrême au sud-est de l'aire de distribution où on trouve des espèces de kili, c'est-à-dire en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, on considérait autrefois qu'il n'y avait qu'une seule espèce qui vivait, qui était Aplocelius planchax. Ce genre Apochelius était un genre à ce moment-là très entendu parce qu'il y avait aussi des espèces africaines qu'on a mis dans ce H. Et surtout avec les Apochelius, on arrive à une lignée de Kili, de cyprinodontes, que certains ont voulu mettre ensemble. Donc une lignée qui vraiment passe tous les continents, de l'Asie, l'Afrique et même l'Amérique du Sud, et que certains, comme le colonel Shale, par contre, avaient proposé le nom de Rivulins ou Rivulin, tu aurais pu donner Rivuliné en français. Mais malheureusement, finalement, ce nom n'a pas pris. Et on parle toujours de Kilis, qui englobe beaucoup d'autres familles et des poissons finalement assez différents. Donc, je disais, dans le sud-est asiatique, il y avait ce Aplocelius panchax, qui maintenant a été divisé en plusieurs espèces. Il bien que finalement, les poissons que j'ai vus là-bas, finalement, peut-être qu'il n'y en a plus aucun qui appartient à l'espèce panchax, qui est restreinte à la région nord-indienne. Mais quand même, je continue à les appeler comme ça, parce que c'est plus simple. Alors, le plus beau individu que j'ai vu, c'était dans une mangrove qui était près de l'île de Phuket, à l'endroit où il y a une digue qui relie le continent à l'île de Phuket, donc en Thaïlande, dans le sud-est de la Thaïlande, au bord de la mer des Andamans. Et ces poissons, je me souviens, étaient très bleus, très magnifiques. Alors, j'ai trouvé sur l'Internet une photo qui correspond le mieux à mon souvenir de ces poissons, vraiment très jolis. En général, ces panchax que j'ai trouvés en Asie du Sud-Est et que j'ai observés en Sud-Est vivaient dans des eaux saumâtres, dans les mangroves. Par exemple, j'en ai trouvé dans une mangrove de l'île de Penang qui se trouve directement au sud de Phuket, mais à une assez grande distance, en Malaisie. Et puis aussi sur la côte est de la Malaisie, dans une mangrove, la même chose. Et puis en fait, une population alors bien différente que j'ai trouvée plus au sud, sur l'île de Batam. L'île de Batam, c'est une île qui fait face à Singapour. Elle est juste de l'autre côté du détroit. Elle appartient donc à l'Indonésie. Et puis j'étais avec ma fille Sylvie à Singapour. On avait encore quelques jours à passer là-bas en Asie du Sud-Est. Et on a lu une pub sur un hôtel qui était un hôtel qui venait de s'ouvrir et qui faisait une offre de promotion pour passer un week-end à un prix vraiment très intéressant. Ça paraissait très joli. Alors, on s'est embarqué et on est arrivé sur cette île de Batam. On a trouvé l'hôtel qui était en effet splendide et qui avait peut-être une des plus belles piscines que j'ai jamais vues de ma vie, avec des mosaïques très, très jolies et tout. C'était très bien. Et puis, j'ai vu que dans les environs de cet hôtel, il y avait l'air d'avoir de la forêt. Quand on avait une petite voiture, on est rentré, on a trouvé un petit chemin forestier, on est rentré dans cette forêt et c'était incroyable quand on pense qu'on était tout près encore de Singapour et tout. Il y avait une forêt, je pense, primaire encore, avec des petits ruisseaux, avec une eau parfaitement claire, limpide, un peu ambrée comme ça. Et dans ces petits ruisseaux, les trois espèces principales étaient une petite espèce de barbus dont j'ai oublié le nom, et puis ce tout petit cyprinidé
qui s'appelait alors Rasbora maculata. Maintenant, c'est Boraras maculata. Donc, c'est un tout petit poisson que vous voyez extraordinairement mignon, avec une très jolie coloration rose. Et il vivait là-dedans. Et puis, curieusement, aussi des Aplochelius panchax. Alors, dans une eau tout à fait douce, là, mais probablement un petit peu acide. Mais c'est vrai que quand même, au point, on était finalement quand même très, très près de la mer. Voilà, on passe. Oui, tout à fait. Hein? Ensuite, on arrive à l'Aplocheilus lineatus. Alors, voilà. Alors, le genre Aplochelius existe dans la région indienne, l'Inde du Sud et aussi à Ceylan. Et il y a plusieurs espèces, mais là, je vous montre celle que je préfère, que j'ai observée au Kerala et au Karnataka. Donc, c'est deux États indiens de la côte occidentale de l'Inde. C'est une des espèces qui ont des populations assez différentes. À un endroit, près du lac Vandebad, ils étaient relativement petits, si je peux dire, très jolis, parce qu'on avait trouvé un hôtel extraordinaire au bord de ce lac, qui est en fait une lagune, mais dont l'eau a été en quelque sorte adoucie grâce à la construction d'une grande digue qui le barre à un certain moment. Et on avait trouvé un hôtel qui était établi au milieu d'un marais, c'est-à-dire qu'il y avait des petits bungalows qui étaient chacun sur une île, parce qu'on avait créé une espèce de réseau de petits canaux qui se croisaient angle droit, et avec la terre sortie des canaux, ils avaient fait des petites îles sur lesquelles on avait chacun notre petit bungalow. C'était parfait. Et ces canaux grouillaient absolument de poissons avec une diversité de poissons considérable. Et il y avait donc deux espèces d'Aplochelius, dont les lineatus là. J'étais très content de voir cette espèce dans la nature parce que je la connaissais bien sûr en aquarium avant. Et puis ensuite, nous sommes remontés et nous avons au passage réussi à obtenir des cyclidés Etropus canarensis. C'était une espèce qu'on venait en fait de retrouver. Et nous avons pu, avec Jean-Claude Nourrissin était avec moi là, et nous avons pu obtenir ces cyclidés, mais malheureusement, ils étaient en très mauvais état. Et dès qu'on a commencé à les mettre dans des sacs plastiques, ils ont un peu commencé à mourir. Et quand on était en route pour Goa, l'État de Goa, on s'est dit, bien, si on ne change pas l'eau, vraiment, ils vont tous mourir. Et donc, on s'est mis à la recherche d'eau claire, ce qui est assez rare en Inde. Et on a trouvé une petite route qui s'écartait de la route principale de Goa. On est un peu rentré, si je veux, à l'intérieur des terres. Et là, c'était miraculeux. On s'est trouvé tout à coup dans une forêt naturelle. Il n'y avait plus personne. Il y avait des poules et des coqs sauvages. Et puis finalement, on est abouti à une rivière, c'était aussi extraordinaire, qui avait de l'eau vraiment claire comme du cristal. Et dans cette rivière, il y avait des énormes Aplochelius lineatus. Je pense qu'il devait faire, je ne sais pas, 12-15 centimètres. Le problème, c'est qu'absolument pas moyen de les attraper. Ils vous voyaient à 10-15 mètres et on ne pouvait jamais s'en approcher et on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'on devait absolument arriver à notre hôtel au bord de la mer dans l'état de Goa encore dans l'après-midi. Et donc, j'ai dû laisser ça. Nous avons donc juste changé le lot de nos Etropus canarensis qui sont malheureusement tous morts quand même. Bien, donc, très belle espèce que j'ai reproduit ici, même dehors, à Lausanne, et on dit qu'elle est méchante, mais enfin, moi, je n'ai jamais eu de problème avec. Bien, on continue un petit peu. Avec la Et revue L'Aquarium et les poissons avec Pachypanchax voilà. omalonottus. Alors, maintenant, je vous montre donc la page de garde d'une revue. Je vous avais déjà parlé de cette revue la dernière fois et l'importance qu'elle avait eue dans ma jeunesse en m'introduisant à des tas d'espèces de poissons et aussi en me parlant des eaux tropicales, les eaux blanches, les eaux noires, les eaux, etc. Et donc, cette revue était le rédacteur, et c'était ce fameux docteur Jacques Chéry, qui en effet à l'époque était vraiment un docteur, il était chirurgien plastique, mais il avait l'esprit scientifique et donc il y avait tout. Et alors ce numéro-là, qui est sauf erreur le numéro de mai 1955, avec donc cette photo d'un kilié, on ne les appelait pas encore des kiliés à un moment, cyprinodonte,
Et ça m'avait doublement intéressé parce que donc c'était un poisson de ce genre Pachypanchax dont j'avais entendu parler et surtout c'était un des premiers poissons d'origine malgache que je voyais. Et l'article était écrit par un certain Jacques Arnoult, qui était un scientifique, un hydrobiologiste qui travaillait à ce moment-là dans un institut de recherche à Madagascar. Par la suite, il va être conservateur de l'aquarium de Monaco. Et je ne sais pas si son fils, Olivier Arnoult, m'écoute en ce moment, me voit en ce moment, mais j'espère que oui. Et donc, j'étais vraiment très intéressé par ce poisson qu'on a un peu pu trouver dans les magasins aquariophiles de l'époque pendant quelques temps. Donc, il avait été ramené en France par une société parisienne d'aquariophiles et a été multiplié et tout. Et puis, finalement, peu à peu, l'espèce a disparu. Mais quand j'ai été dans mon premier voyage à Madagascar en 1991, voyage avec Jean-Claude Nourrissat, un autre ami qui s'appelle Hugo, mais Hugo, quelque chose, je n'arrive plus à me souvenir un nom, et un troisième qui s'appelait Jean-Louis Homo. Malheureusement, ces trois personnes sont décédées maintenant. Nous avons en fait été ensemble seulement pendant 12 jours. Et ces 12 jours ont été partagés en deux expéditions, une sur la côte est, dans la région du canal des Pangalan, et puis l'autre, au contraire, on est parti au nord-ouest jusqu'au Ampujuru sur le lac Ravelobe. Et en allant vers le nord-ouest, à un moment, on descend des hauts plateaux à travers une zone de collines qu'on appelle Tampokets. Et quand on était pas mal avant d'arriver à une ville qui s'appelle Maivantan, eh bien, il y avait une très jolie petite rivière, ruisseau, très ombragée par beaucoup de plantes, de palmiers, etc. Je me suis dit, oh, je vais m'arrêter là. Et je suis sorti et j'ai sorti mon épuisette. Et le premier poisson que j'ai attrapé, eh bien, c'était ce Pachypanchax. Et je voyais que c'était exactement la même espèce qui était illustrée sur la page de la revue et qui était donnée donc comme Pachypanchax Homa lotus. Mais je me suis dit, probablement, ça ne doit pas être tout à fait la même espèce, en vérité. Et donc, par la suite, donc, je suis retourné plusieurs fois à Madagascar. J'ai fini par trouver sur l'île de Nosy l'espèce l'espèce la plus anciennement décrite de Pachypanchax de Madagascar, pas du Janil, le véritable Homalonotus. J'ai eu pas mal de peine à le trouver parce que j'ai dû remonter assez loin cette petite rivière de Jabala. Et finalement, je l'ai trouvé. Et alors, j'ai tout de suite vu qu'il était bien différent de ces Pachypanchax disons, de la région de Maivatana. Et surtout, c'était très intéressant, dont j'avais déjà entendu parler, c'est que donc, dans le même endroit, c'était un petit bassin qui était formé par une retenue parce qu'il y avait un petit radier qui permettait à la petite route de la traverser. Dans ce petit bassin, donc, il y avait cette population de Pachypanchax et certains mâles étaient, disons, rouges, orange, jaunes et d'autres tout bleus. Donc, la même espèce qui avait une polychromie, si je puis dire, assez extraordinaire. Donc, j'ai pu ramener ces poissons et les amener à un ami qui s'appelait Pierre-Alain Demeron, et qui était la personne à qui je ramenais souvent tous mes poissons. C'était vraiment un chiliophile très expérimenté et qui était capable de monter ces poissons. Par la suite, donc, on a fait plusieurs autres voyages à Madagascar et on a trouvé d'autres espèces et une espèce qui nous a donné pas mal de fil à retordre, c'était de retrouver le Pachypanchax sakarami du nord de Madagascar. Pour une raison assez bizarre, dans tous les ouvrages enfin, il y en a finalement très peu, il y avait à peu près 3 ouvrages, y compris le dernier de Jacques Arnoult sur les poissons malgaches, ce Pachypanchax sakarami était présenté en fait comme une sous-espèce de Pachypanchax plépheri des Seychelles. C'est, je pense, de son découvreur qui avait dit ça, un certain Holly Allemagne,
Mais sans ça, il n'y avait pas de raison. Puis il y avait d'autres choses bizarres. C'est que c'était écrit aussi que ce Pashipanshak Sakarami vivait dans une rivière, la Sakarami du reste, qui coulait vers l'ouest depuis la montagne d'Ambre. Or, en fait, il suffit de regarder une carte et on voit que la rivière Sakarami coule vers l'est. Bon, ça ne fait rien. Finalement, Loisel a retrouvé ce poisson en 1998 et m'a donné un endroit très précis où on pouvait le trouver, juste avant la petite ville climatique de Bingerville, qui avait été construite sur les pentes de la montagne d'Ambre pour que les Français puissent se reposer du climat tropical de Diego Suarez, etc. Et donc, on est parti à la recherche de ce poisson. En fait, on a d'abord cherché dans la rivière Sakarami, assez en aval, et on a trouvé cette rivière très jolie, de l'eau claire, les apodogétones qui poussaient dedans, mais hélas, que des goupies. Alors, on a commencé à monter la montagne d'Ambre sur la route qui va vers Bingerville. Et à un certain moment, la route passe sur une crête. Et il y a de gauche à droite deux vallées très profondes. Et à ce moment-là, on est arrivé à un petit village, on a vu qu'il y avait des gens. J'avais une photo d'un Pashipanshak, je ne sais pas, je me suis arrêté et j'ai demandé aux gens s'ils connaissaient ce poisson. Et ils m'ont dit, bien sûr, il y en a dans les deux rivières, celle de droite comme celle de gauche. Alors j'ai dit, bon, on aimerait bien aller voir ça. Quelle est la rivière la plus facile à atteindre? Ah, celle de droite, parce que oui, c'est un peu plus court, c'est un peu moins loin, parce qu'on voyait que c'était très raide et que ça pouvait peut-être être assez difficile. Bon, alors, j'ai dit, ben, on va aller dans celle de droite, puisqu'il y en a dans les deux. Et nous sommes partis avec Jean-Claude et quelques gens du village. Et on a arrivé à cette rivière, nouveau, très jolie petite rivière, toute propre, magnifique. Et quand je pêche, de nouveau, que des goupies. Alors, on était évidemment très déçus. On remonte au village sur notre crête. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Des gens qui avaient en fait été dans l'autre rivière, de l'autre côté, parce que je pense que quelqu'un leur avait dit qu'il y avait déjà plus de Pashipanshaks de ce côté-là. Et donc, ils étaient descendus dans la rivière et ils en avaient ramené au moins 60. On ne savait pas que faire. 60 sacs à amis. Alors, malheureusement, on ne pouvait pas les prendre tous, je n'avais pas la place. On a choisi une douzaine que j'ai mis dans les sacs plastiques. Ils étaient malheureusement un peu fatigués parce qu'ils les avaient tous mis dans un petit seau pour les remonter de la rivière, donc ils étaient un peu serrés. Enfin, j'ai pris ceux qui avaient l'air là mieux. Et puis, nous avons continué jusqu'à Bingerville. En fait, un peu avant d'arriver dans cette petite ville, j'ai trouvé l'endroit où Loisel les avait trouvés. Il fallait descendre un peu dans une ravine. En fait, c'était la partie supérieure de la même rivière. Et j'ai rapidement là repêché moi-même à l'épuisette de beaux exemplaires de Pashipanshak Sakarami. Et comme ils avaient été moins maltraités que ceux que m'avaient pêchés les malgaches plus bas, j'ai relâché la plupart de ces derniers. C'était de toute façon la même rivière, donc ça n'avait pas d'importance. Et pris plutôt les Pashipanshaks que j'avais pêchés moi-même. Et j'ai pu ramener ces poissons à Lausanne. Et une fois de plus, les donner à mon ami Pierre-Alain Demeuron, qui a été capable de les garder, en fait, jusqu'à sa mort, survenue bien trop tôt, en juin, en juin 2012. Bon, alors voilà, finalement, on a trouvé plusieurs espèces de Pachypensac. J'ai écrit même un article sur ces poissons. Et puis, peu après, Loisel a publié la description d'un certain nombre d'espèces nouvelles. Enfin, il a revu aussi les espèces anciennes connues. Je crois que ça, c'était, oui, c'était à peu près en 2000 ou je ne sais pas, à peu 2006. près, hein? 2006. En 2006. Et donc, à ce moment-là, moi-même, j'avais vu plusieurs espèces nouvelles et je crois qu'on en montre quelques-unes là. Voilà, là, on arrive au Sparzorum. Alors, j'ai trouvé une des plus jolies espèces de Fulderopanchax qui existe. Je trouve que c'est le Sparksorum, qui a été nommé en l'honneur des époux Sparks. John Sparks est un brillant jeune écologiste qui maintenant travaille à l'American Museum of Natural History. Et alors, c'est un peu amusant parce que entre Loisel, Sparks et nous,
il y avait une petite compétition très amicale pour essayer de trouver les premiers des nouveaux poissons. Et parfois, il nous est arrivé de dire, ah, on a trouvé une nouvelle espèce. Puis en fait, c'est pas que c'était juste passé là 15 jours avant. Par exemple, ça a été le cas pour Paraitropus marumandia. Et c'était très bien. Mais avec ces deux personnes, et spécialement avec Loisel, on a toujours eu de très, très bonnes relations d'amitié. Et c'était vraiment assez extraordinaire de participer un peu à cette découverte des poissons malgaches. Parce qu'au fond, quand on est arrivé à Madagascar la première fois, bah, on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. On nous avait dit que tous les poissons avaient disparu. En plus, il y avait très peu d'espèces. Par exemple, il y avait seulement, je crois, 9 espèces reconnues de cyclidés, les Pachypans sax, mais juste 2. Et puis, dans tous ces groupes, finalement, on a tout de suite commencé à trouver de nouvelles espèces. Ça a été assez extraordinaire. Mais je pense que je parlerai une autre fois plutôt de ces voyages et ces aventures malgaches plus en détail, parce que maintenant, si je veux continuer à vous montrer les espèces de kili du monde, il faut que j'avance. Vous voulez dire un mot sur le SP Tiribina, Macaï et Ah oui, ce que Tiracirata? j'ai de dire, c'est que je pense qu'il y a encore actuellement des espèces de pachypansax à découvrir à Madagascar. Par exemple, il y a un pachypansax que j'ai vu là, espèce Tiribina, parce que ça serait dans le bassin de cette rivière, et ça serait au pied d'un immense tsing. Tsing, c'est ces espèces de massifs calcaires déchiquetés extraordinaires. Il y a le tsing de Behamara, peut-être certains d'entre vous ont vu des reportages sur la télévision de ces extraordinaires massifs calcaires. Et au pied de ces massifs calcaires, il y a des sources d'eau. Et là-dedans, il y a une population de Pachypansax. Les Italiens m'en avaient ramené des préservés. Et je pense bien que ça pourrait correspondre à une nouvelle espèce. Il y a aussi quelque temps une expédition franco-malgache, je crois, qui avait exploré un massif, un petit massif montagneux dans le centre sud de Madagascar, le Macaï. Et là, ils ont aussi trouvé un Pachypansax, et c'était certainement une nouvelle espèce, parce qu'en fait, elle est très éloignée de toute population d'autres Pachypansax. Donc, on peut dire presque sûrement une nouvelle espèce, mais malheureusement, bien que cette expédition ait eu lieu il y a 2 ou 3 ou même 4 ans, je n'ai plus de nouvelles de ce poisson. Mhm. Très Voilà. bien. Alors maintenant, nous allons franchir un peu la mer vers le nord et aller aux Seychelles. Parce qu'en fait, la première espèce de Pachypansax décrite a été le Pachypansax plépheri. Je crois qu'il avait été décrit d'abord du reste sous un autre nom, un peu comme Possilia Playfair. Alors, il a été nommé en l'honneur d'un monsieur Playfair, qui était en fait un militaire anglais, et puis qui est devenu un agent de la couronne, qui est devenu plus ou moins le consul d'Angleterre auprès de Sultana d'Oman de Zanzibar, et tout ça, et qui était aussi un naturaliste amateur. Et donc, il a récolté ce poisson aux Seychelles, et finalement, il avait amené des spécimens en Angleterre, où le grand ichthyologue Gunther a décrit cette espèce en son honneur. Alors, Pachypansax placeri, c'est une chose un peu mystérieuse parce que dans les années 50, etc., c'est un poisson qu'on pouvait trouver dans les magasins d'aquariophilie. Et la souche d'aquariophilie, on ne sait pas bien d'où elle vient. C'est possible qu'elle venait de Madagascar parce qu'il semble que ces poissons avaient été d'abord exportés des Seychelles et introduits à Zanzibar dans certains lieux, probablement pour la lutte anti-moustique. Et ils ont longtemps survécu dans une espèce d'étang qui était dans l'étang d'un grand palais qui malheureusement a été détruit peu à peu, mais ils ont survécu dans cet étang assez longtemps. Donc, c'est possible que cette souche d'aquarium venait en fait indirectement de Zanzibar. Et moi-même, j'ai pu aller aux Seychelles avec ma famille seulement en 2002. C'était en fait un peu pour fêter les 60 ans de ma femme et nos 40 ans de mariage. On a été avec toute la famille aux Seychelles et on a résidé sur l'île de Praslin. Et cette île de Praslin, on était à un endroit qui s'appelle Lens-Volbert, où il y avait un excellent restaurant qui était tenu par une Belge et son mari séchellois.
La Belge était une amie de ma fille, d'une de mes filles, et le Seychellois s'appelait Edwin Rose, et c'était le monsieur, le guide de la région, et il l'est toujours, du reste, on l'a vu sur des émissions comme, je ne sais pas, Thalassa, etc. Assez longtemps, il est devenu assez célèbre. Et il était charmant, et quand je suis arrivé là-bas, donc on logeait dans des petits bungalows qui appartenaient à ce restaurant, à ces gens. J'ai vu Edwin Rose. Une des premières choses, j'ai dit, est-ce que vous connaissez le goujon? Parce que je savais appris déjà que les Pachipanchaks aux Seychelles s'appelaient des goujons. Et puis il m'a dit, bien sûr, bien sûr. Et il m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, je peux vous amener à un endroit où il y en a. Et quelques jours après, on est parti à un premier endroit où j'en ai trouvé, mais assez petit, pas très bien. Et puis en fait, tout près de la maison où on habitait, là, en Svolbert, j'avais une petite rivière qui s'appelait la Salésie. En 10 minutes de marche, j'ai atteint cette rivière. Et dans cette rivière, j'ai tout de suite attrapé, il n'y en avait pas beaucoup, mais de très beaux spécimens de ce Pachypansax, soi-disant pléphérique. Mais alors, je me suis là aperçu que ces Pachypansax de pralin étaient vraiment complètement différents des Pachypansax que j'avais vus dans ma jeunesse, donc la souche d'aquarium. Ils sont très, très différents. Et je ne sais pas. Alors, évidemment, après, j'ai un peu creusé l'histoire. Il y a des Allemands qui prétendent qu'il y a en effet plusieurs espèces, même sur la grande île de Malais, il y aurait plusieurs espèces, dont une espèce justement correspond à bien à cette souche d'aquarium qu'il y avait autrefois. Mais moi, j'ai ramené ceux donc de pralin et j'ai de nouveau donné. J'en ai élevé moi-même et puis j'en ai de nouveau donné à mon ami Pierre-Alain Meuron, qui les a aussi très bien élevés et conservés pendant de nombreuses années. Et vous voyez, c'est un poisson plutôt vert. Je vous en envoyez un, je crois même que j'ai dans mon épuiseur, autant que j'ai mis sur une feuille de bananier pour le faire. C'est un poisson vert avec des très petits points rouges, des très petits points rouges. Tandis que la souche d'aquarium, j'ai retrouvé un poisson semblable sur l'Internet. Vous voyez, à une base, une couleur plutôt un peu jaunâtre de base et des points rouges beaucoup plus gros. Donc, moi, je suis d'avis, bien que certaines personnes ne soient pas d'accord, je pense qu'en fait, il y a probablement plusieurs espèces de Pachypansax aux Seychelles. Alors, les Pachypansax, on dit toujours qu'on les rencontre que sur 3 îles, donc Malé, qui est la plus grande île, Pralin, qui est la seconde, et puis une autre, Silhouette. Et ces 3 îles ont ceci en commun, c'est qu'elles sont, disons, granitiques. Donc, c'est les restes, en fait, d'un petit morceau de continent qui a dû séparer à un certain moment de Madagascar et qui est presque complètement submergé. Au fond, c'est que les pointes qui sortent. Il y a d'autres îles des Seychelles, mais qui sont, disons, de nature sédimentaire, corallienne. Et sur celle-ci, il n'y a pas de rivière et donc pas de Pachypansax. En fait, il y a encore des Pachypansax sur une autre plus petite île, qui est la digue. Là, il y a une photo prise de la mer et on voit des grands blocs de granit. J'ai pris cette photo pour montrer la nature granitique de ces îles. Et sur cette petite île de la digue, même si elle est petite, elle n'est pas très loin de Pralin, il y a pas mal d'eau douce. Et je sais depuis qu'on y a attrapé des Pachypansax, moi-même, malheureusement, je n'avais pas pris mon épuisette le jour où je l'ai visité. Bon, ces poissons, j'avais en fait fait le plan avec Loisel de retourner une fois aux Seychelles et de faire une récolte systématique de tous ces poissons pour voir si on pourrait justement définir des nouvelles espèces. Et ça, malheureusement, c'est un projet qu'on n'a jamais réalisé. Voilà, Sisiopterus lagocéphalus. Ah oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble bien que les Pachypansax aux Seychelles sont l'unique poisson d'eau douce des îles. Parce que quand on va dans les parties très basses, très près de la mer, à la rigueur, on va trouver une espèce d'éléotridée. Mais dès qu'on s'éloigne un peu et que l'eau vient vraiment douce et qu'on sort des marées, alors la seule espèce de poisson d'eau qu'on trouve, ce sont les Pachypansax. Et une fois, on est même monté assez haut, je pense jusqu'à environ 200 mètres d'altitude dans l'île derrière. Et dans un petit ruisseau, j'ai trouvé quelques Pachypansax, ce qui montre que l'espèce ne vit pas forcément seulement près des côtes
Du reste, même la rivière Salésie, après, je suis remonté, elle dégringole d'une pente assez forte. Il y a même des petites cascades. Et un peu plus haut, j'avais trouvé un espèce de bassin naturel où il y avait beaucoup de pachypensacs. Ce qui est très curieux, c'est donc qu'il n'y a que ces pachypensacs dans ces rivières des Seychelles, au moins à Praslin, mais je crois que c'est vrai pour toutes les îles, alors que dans toutes les autres îles, disons, qui sont généralement volcaniques, de l'océan Indien et même du Pacifique, on trouve généralement au moins des espèces de petits gobidés, notamment appartenant à la famille des Cyclopinés, parce que ces poissons sont extraordinaires. Là, je vous montre une photo d'un des membres qu'on trouve sur plusieurs îles, dont Sicyopterus lagocéphalus, qui veut dire tête de lapin, parenthèse, lagocéphalus. Et ces poissons sont extraordinaires parce que grâce à leur ventouse, ils sont capables de monter même des cascades. Ils montent dans la partie humide de la cascade. Et, par exemple, sur l'île d'Anjouan, il y a un endroit où on a vu qu'ils étaient capables de monter une paroi absolument verticale de cascade de plus de 20 mètres de haut. Et c'est souvent les seuls petits poissons qu'on trouve dans les torrents de ces îles parce que c'est les seuls qui puissent y parvenir. Alors, les adultes vivent dans l'eau douce, se reproduisent dans l'eau douce, pondent, probablement que les mâles très certainement gardent les œufs, et puis quand les jeunes éclosent, les larves éclosent, elles sont portées avec le courant, elles arrivent en mer, elles ont un petit moment de vie planctonique dans les océans, et puis au bout de quelques temps, elles se rapprochent nouveau des embouchures des rivières, elles se transforment en quelques jours en petits gobies, parce qu'elles ont une apparence très différente quand elles sont des larves, et elles escaladent, comme j'ai dit, les torrents, les rochers, les cascades, pour aller s'établir plus haut. Voilà, alors d'habitude, on trouve ça. Et aux Seychelles, pas un gobie, rien dans les rivières. J'attribue ça au fait que justement les Seychelles sont des... donc la pierre est granitique, la géologie granitique, et en fait les eaux qui coulent aux Seychelles ont tendance à être très douces et même acides. Et je pense que ça ne convient pas du tout aux gobies, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Voilà. Très bien. Alors, Notobranchus rachovi. alors maintenant, on continue notre trajet vers l'ouest, on traverse la mer et on arrive sur la côte est-africaine. Et c'est sur la côte est-africaine, dans des pays allant de la Somalie au Mozambique, qu'on trouve la plus grande diversité de ces kilis qu'on a mis dans le genre Notobranchus. Et donc, toutes les espèces de ce genre Notobranchus sont des espèces annuelles. Ce sont donc des poissons qui vivent dans des eaux temporaires, des mares, à la saison des pluies, et puis qui pondent des œufs qu'ils enfouissent plus ou moins dans le sédiment du fond, et puis quand la saison sèche arrive, ces mares se dessèchent complètement, évidemment tous les adultes meurent, et le poisson survit sous forme d'œufs qui vont éclore à la prochaine saison des pluies quand les mares se remplissent nouveau, ils poussent très vite, et comme ça, ils ont ce développement. Et c'est ces poissons qui sont obligatoirement annuels. Je veux dire, ils ont absolument besoin d'avoir ce cycle. Ils ne peuvent pas vivre dans des eaux permanentes. Et il y a des très nombreuses espèces. On en a découvert beaucoup. Tu vois, s'il y en a beaucoup sur les côtes, en particulier, par exemple, en Tanzanie, c'est quand même un poisson qui s'avance aussi vers l'ouest, disons, dans la zone soudanienne. On va en trouver des espèces, on va le voir autour du lac Victoria, puis même plus à l'ouest. En fait, il y a une espèce qui vit même au Tchad. Une des plus belles espèces, qui est aussi une des plus belles espèces, une des premières espèces connues en aquariophilie, c'est donc Notobranchus assorgi, qui vient du Mozambique. Enfin, il semble qu'il y ait même une population tout au nord de la République sud-africaine, mais la plus belle souche, semble-t-il, vient de la région de Beira, donc dans le nord-est du Mozambique. Et c'est vraiment un poisson magnifique. Ça pourrait être un des premiers qu'on ait découvert et qu'on a connu. Ça reste toujours un des plus beaux. Mais il y a beaucoup d'autres très belles espèces. Et donc, sur la côte kenyane, j'ai découvert plusieurs espèces. Là, j'en ai mis deux parce que celles-là, je suis sûr de leur identification, mais j'en avais trouvé plusieurs autres, mais je n'ai jamais été très sûr. En 82, j'avais du reste trouvé une espèce près d'un endroit qui s'appelle Gazi, où il y a une forêt
protégés. Et j'étais là avec ma femme et donc j'avais pris une photo et j'ai publié cette photo dans un article qui avait paru dans Aquarama que j'avais appelé Safari Poisson au Kenya, où j'avais expliqué tous les poissons que j'avais trouvés, d'eau douce, j'avais trouvé au Kenya. Et ce qui est amusant, c'est que j'avais montré cet article, j'ai envoyé cet article à Bélan Nagy, qui est un des grands spécialistes des Notobranchus actuels, et il a vu cette photo et il a dit « Ah, mais c'est extraordinaire ce poisson ». J'avais dit que c'était peut-être Notobranchus elongatus, mais je ne sais pas sûr. Il m'a dit « Non, non, j'ai un ami qui justement vient de m'écrire qu'il a trouvé un poisson, un Notobranchus agassiz, exactement dans l'endroit que vous dites, et c'est une nouvelle espèce ». Et donc, moi, j'avais trouvé cette espèce en 82. Et donc, en 2018, j'apprends qu'en fait, c'était une nouvelle espèce. Je pense qu'elle va être bientôt décrite. Après la côte, et après, j'ai pu finalement aller jusqu'au lac Victoria parce qu'on a finalement construit une route asphaltée, ce qui rendait l'approche du lac Victoria relativement possible pour un week-end depuis Nairobi, où j'ai résidé un peu plus d'une année en 1985. Et avec ma femme qui était venue me voir, on avait décidé d'aller jusqu'à Kisumu, au bord du lac Victoria, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était de récolter, de trouver des cyclidés de ce lac, qui sont très beaux, et du reste, on a trouvé. Mais avant d'arriver à Kisumu, près d'un village, d'une ville qui s'appelle Aero, on a traversé une petite rivière comme ça qui traversait la route, un petit marigot qui très nettement communiquait avec le lac Victoria qui était proche, près à les marais. Et j'ai pêché là-dedans et j'ai attrapé diverses espèces de poissons et curieusement, un spécimen de Notobranchus que après j'ai vu que c'était soi-disant l'espèce, enfin probablement l'espèce Notobranchus robustus, mais j'ai attrapé un. Mais un peu à côté de la rivière, il y avait une espèce de poche d'eau de quelques mètres de long, d'1 mètre de large, profondeur, je ne sais pas, 50 centimètres comme ça, qui était encore séparée, disons, cette petite rivière par une petite levée de terre, mais il y avait peut-être 1 centimètre de hauteur de terre qui la séparait de cette petite rivière. Et dans cette poche d'eau, alors il y avait de très nombreux spécimens de ce petit Notobranchus qui n'est pas une des espèces les plus colorées, comme vous voyez là sur la photo. Il a le corps un peu bleuâtre et des nageoires rouges, mais un peu ternes. Mais enfin, il y en avait beaucoup. J'en ai attrapé toute une série que j'ai mis dans mes sacs plastiques. Et je suis parti jusqu'à Kisumu, où donc j'ai trouvé quelques cyclidés du lac Victoria. Du reste, je les gardé. Et puis là, mes Notobranchus dans les sacs plastiques sont mis à mourir parce qu'en fait, c'est une espèce assez combative. Et je pense qu'il a commencé à avoir des morts parce que tués, donc l'eau a surgé. Et finalement, je vais tous les perdre parce que je ne vais pas avoir le temps et je n'en rapporterai aucun vivant à Nairobi. Enfin, je ne vivais pas tout à fait à Nairobi, près de Nairobi, dans une petite ville à peu près à 17 kilomètres de Nairobi. Je rentre là, mais malheureusement, tous sont morts quand j'arrive à la maison. Et alors, je me dis, tant pis, je retournerai en chercher la prochaine fois et je ferai plus attention. Et Anne rentre en Suisse, et donc, je pense 15 jours après, quelque chose comme ça, je retourne à l'endroit, je retourne exactement au même endroit où j'avais trouvé les poissons. Et là, stupeur, l'eau était montée, là, certainement, le niveau du lac Victoria était monté, l'eau avait reflué en quelque sorte dans ce petit ruisseau, était montée, et maintenant la poche d'eau, là où j'avais trouvé notre Notobranchus, communiquait avec la petite rivière, le petit marigot, et dans cette poche d'eau, eh ben, qu'est-ce que j'attrape? Des cyclidés, des silures, des trucs, et finalement, une seule femelle Notobranchus. J'étais très déçu. Il était net que donc les poissons du lac et des marais qui entourent du lac étaient entrés là-dedans et en quelque temps avaient réussi à éliminer tous les Notobranchus robustus. Alors j'avais été très déçu de ça et c'est le jour où, alors que je m'apprêtais à rentrer, que j'étais déjà presque au moment où la route commence à monter et quitte la plaine où il peut y avoir des habitats de ces poissons,
j'avais vu donc sur le côté de la route, j'ai raconté, je crois, un peu ça la dernière fois, un espèce de petit marais, ça faisait l'air plutôt d'un champ mouillé. Et je m'étais dit, oh, il n'y a sûrement rien là-dedans, mais quand même, je vais essayer. Et j'avais attrapé le super poisson qui aujourd'hui donc porte mon nom, l'Autobranchus de Rami, une espèce que donc c'est Stefano Valdesalici qui a décrit cette espèce et l'a nommée en mon honneur, ce qui j'avoue m'a fait très plaisir. Et donc c'était amusant parce que je pêchais dans ce petit marais, j'avais pour me protéger, parce que quand même, il peut y avoir de la bilharziose, des sangsues et toutes sortes d'animaux pas très sympathiques dans ces marais. J'avais des grandes cuissardes qui me remontaient jusqu'à la taille. Et puis, j'étais torse nu, puis avec mon épuisette là-dedans. Puis, la région est assez peuplée. Alors, un grand blanc comme ça, accoutrement, qui s'agite avec une épuisette qui attrape des choses mystérieuses dans ce marais, ça attire beaucoup de gens. Il y a tout de suite une vingtaine de personnes qui me regardaient. Je les entendais discuter en luo, parce que c'est la langue locale. Évidemment, je ne comprenais pas, mais je comprenais très bien qu'ils se demandaient bien ce que je fichais là-dedans. Et finalement, il y a un grand monsieur, l'air très distingué, de haute taille, qui s'adresse à moi dans un anglais absolument parfait et qui me demande ce que je cherche dans ce marais. Et puis je lui dis, mais c'est pas un poisson. Et elle me dit, alors ça, c'est impossible qu'il y ait un poisson là-dedans, parce que moi, j'habite à côté et je peux vous dire que la plupart du temps, cet endroit est complètement sec. Oui, j'ai dit, oui, mais quand même, regardez, au fond de mon filet, j'avais justement attrapé un magnifique spécimen. J'ai dit, regardez, vous voyez, il y a un poisson. Ah, mais alors comment ça se fait? C'est pas possible, expliquez-moi ça. Et alors, en deux mots, je lui ai un peu expliqué la biologie, l'écologie des Notobranchus. Il m'a dit, c'est quand même incroyable, j'habite tout près, je suis l'instituteur du coin et je ne savais pas ça. Écoutez, vous me dites que vous habitez près de Nairobi, loin, et qu'il y a toujours un problème pour vous de venir ici parce que ça vous prend beaucoup de temps. Alors, pour que vous puissiez rester plus longtemps, si vous voulez, le prochain week-end, vous pouvez venir et vous pouvez vous loger chez moi. Et c'est comme ça que je suis devenu un ami de ce Norbert Owiti, comme il s'appelait. Et je suis retourné plusieurs fois chez lui. J'avais un employé à un moment, Kikuyu, qui était très gentil, qui était déjà assez âgé, mais qui adorait faire ses petites escapades avec moi. Et donc, on a été ce Norbert Owiti plusieurs fois. On a retrouvé ce qui est devenu des Notobranchus rami dans d'autres endroits, mais jamais aussi beau. Parce que l'endroit, le petit marais là où je les avais trouvés, s'est rapidement desséché. Et bon, l'endroit où j'avais trouvé les Notobranchus robustus aussi, après quelques temps, un peu plus tard. Donc, les deux endroits sont complètement desséchés. Bon, on a quand même continué à faire des tours dans les régions, trouver beaucoup d'autres poissons. C'était très sympa d'être avec un habitant local parce qu'il connaissait tout le monde, il pouvait parler aux gens. Ainsi, j'ai pu parler à des vieilles dames qui m'ont dit qu'elles connaissaient très bien les Notobranchus, qu'on les appelait des Oyuso, et que dans leur jeunesse, ils étaient très abondants, qu'il y en avait dans beaucoup de mares et qu'ils les attrapaient même pour en faire de la soupe. Bon, voilà. Et puis, quelques temps après, je me suis dit, ben bon, je vais essayer de voir si je peux faire ça. Et j'ai été gratter du sédiment, donc du fond, dans ce marais où je savais qu'il y avait donc une bonne densité de mes poissons, l'Autobranchus aero, comme je l'appelais, hein. Et puis l'autre espèce, Robustus, aussi à l'endroit où il y avait eu ces Robustus. Donc j'ai pris pas mal de kilos de terre des deux autres endroits que j'ai ramené dans ma maison de Kiambu, près de Nairobi. Puis j'ai fait un premier essai de mise à l'eau d'une partie de cette terre assez vite, etc. Ça n'a rien donné. Alors j'ai attendu plus de 3 mois. Et plus de 3 mois après, j'ai mis à l'eau. Et pour les deux espèces, j'ai obtenu à peu près une douzaine d'alevins chacun qui ont grandi jusqu'à l'âge que j'ai pu faire grandir jusqu'à l'âge adulte. Et je ne sais pas si beaucoup de gens ont donc ramené des œufs de Notobranchus pris dans la nature. Je n'ai jamais entendu ça, mais enfin, c'était une expérience qui avait vraiment bien marché et très intéressant. J'ai pu ramener certains de ces poissons en Suisse, mais ils n'ont pas vécu longtemps. Mais j'en avais donné aussi des à Lothar Segers, un scientifique kiléphile bien connu,
qui m'avait dit qu'il s'occuperait de déterminer l'espèce, son label espèce. Et puis finalement, il l'a jamais fait. Je sais pas, je l'ai perdu de vue. Et c'est quand même beaucoup plus tard, donc quand j'ai connu Stefano Valdesalici, qui m'a dit qu'il avait vu ce poisson, retrouvé ce poisson là-bas, et qu'une fois, il pensait d'écrire en mon nom, ce qui a été donc fait depuis. Et puis, il y a aussi Bella Nagy, donc l'autre spécialiste, qui était venu nous parler des notobranchus. Vous vous souvenez, à la réunion Arcat oui, c'était de 2019, donc je vais être repéré, et qui avait aussi pris une très, très belle photo de ce poisson. Donc, j'ai là une photo de Bella Nagy de ce poisson et aussi du Robustus. Bon, voilà pour les notobranchus. Bon, il y a le cortosé encore. Ah oui, pardon, il y a encore une espèce. En fait, c'est pratiquement le dernier poisson que j'ai récolté dans la nature, sur l'île de Mafia. Alors, je savais depuis très longtemps que sur l'île de Mafia, qui est une île qui faisait partie du sultanat de Zanzibar, donc qui est au large de la côte de la Tanzanie, je savais depuis longtemps, depuis, je crois, dans les années 70 déjà, des gens dont une dame Courthouse, une aquariophile allemande Courthouse, avait trouvé un notobranchus sur cette île. Alors, c'était assez étonnant, un notobranchus qui vit sur cette île, sur une île. Mais en fait, cette île, elle n'est pas très loin du continent. Et puis, là, disons, elle est séparée du continent par une mer très peu profonde. Il y a l'estuaire de la rivière Rufiji qui arrive à cet endroit. Évidemment, pendant la période glaciaire, l'eau était plus basse. Cette île n'était qu'une aspérité, disons, de la côte de Tanzanie. C'est comme ça que ces notobranchus ont pu arriver sur cette île et rester isolés sur cette île. Et donc, en 1975, j'avais fait un premier voyage sur cette île de Mafia. Mais ce voyage avait tourné court parce qu'il y avait des puits épouvantables qui s'étaient abattus, ce qui rendait la piste d'aviation impraticable. Et on risquait d'être bloqué là longtemps. Et on a profité du passage d'un bateau qui faisait la côte mafienne pour s'échapper de l'île. On est resté à peine 2 jours, donc je n'avais pas eu le temps de chercher mes notobranchus. Et je suis revenu beaucoup plus tard, en 2012, avec une de mes filles, et j'ai été sur l'île de Mafia, et avec deux de mes petites filles, Van Berchem, Sophie et Hélène. Finalement, on a pris un taxi et on a trouvé assez facilement ces notobranchus cortosés dans des marais. C'était assez étonnant parce que c'était en plein mois d'août et on pensait que c'était déjà la saison sèche, et pas du tout. Ces endroits étaient absolument pleins d'eau qui courait. Il y avait des magnifiques nénuphars bleus et les notobranchus étaient très, très abondants. Ils étaient encore jeunes, j'en ai attrapé plusieurs. Et donc, il y a des photographies du milieu qui ont été prises par Hélène, enfin, par ma petite fille, Hélène Van Berchen. Vous voyez là, hein, je crois que tu as montré. Parfait. Bon. Je vous donne de l'eau. Oui, merci. Et maintenant, on passe au film de l'Oponchak Siosteti. Alors voilà, alors maintenant, disons, géographie, on continue notre course vers l'ouest et on arrive en Afrique occidentale. Alors, dans mes débuts d'aquariophile, donc disons dans les années 50 par là, c'était assez étonnant parce que tout à coup, dans les magasins d'aquarium, les aquariophiles, on trouvait parfois des kilis, enfin on ne les appelait pas encore des kilis, donc ces poissons qu'on aurait bien du mal à trouver maintenant. Il faudrait plutôt avoir recours à des associations kiliphiles comme le KCIF, etc., pour trouver. Et une de ces très belles espèces, c'était ce qui s'appelle maintenant Fuldosoma siosteti, qui vient, disons, de la région du delta du Niger au Nigeria jusqu'au Cameroun. Et comme vous voyez, c'est une grande espèce, vraiment super belle. Et je pense qu'on peut l'appeler une espèce annuelle facultative, parce que moi, j'ai obtenu quelques alevins qui sont apparus tout à coup dans l'aquarium des parents et donc qui n'ont pas du tout été mis dans de la tourbe à sécher ou quoi que ce soit. Et je me souviens que même un de ces alevins, elle s'est développée jusqu'à l'âge adulte et est devenue un super mâle. Comme vous voyez, c'est vraiment une très, très belle espèce.
avec des très belles couleurs, et cette queue assez extraordinaire parce qu'elle est trifurquée, si je puis dire, elle a 3 pointes. Une autre espèce magnifique qu'on trouvait aussi à cette époque et que je n'ai plus jamais revue, c'est donc ce Calopanchax, hein, ça, Absolument. guinéense, hein? Occidentalis. Occidentalis, pardon, c'est qui s'appelait guinéense à un moment. Occidentalis, qui lui vient plus à l'ouest, Sierra Leone, Libéria, etc., qui était vraiment une espèce magnifique que j'ai tenue quelque temps, mais que je n'avais pas réussi à reproduire. Du reste, je n'étais pas du tout expérimenté à ce moment-là et je ne savais pas du tout comment il fallait faire. Mais ça, c'est une espèce vraiment annuelle, donc il faudrait les faire pondre dans de la tourbe, incuber les œufs, etc., sec et tout. Par contre, on trouvait aussi des petites espèces de kili qui, elles, n'étaient pas annuelles, comme, comme l'Aphrodémion austral. Et là, j'ai eu la chance, alors bien des années plus tard, de voir, de capturer, de voir ces Aphrodémios astrales dans leur habitat naturel au Gabon. Sur la côte du Gabon, il y a une forêt classée, protégée, sur un endroit qui s'appelle le Cap Esterias, donc c'est un cap qui fait un petit peu saillie dans l'océan Atlantique. Et cette forêt, c'est une forêt d'arbres qui s'appelle les okoumés. Les okoumés, c'est l'arbre qui va très bien dans le bois tendre, va très bien pour faire, si vous voulez, la couche intermédiaire dans le contreplaqué, dans le triplet. Donc, à l'extérieur, vous mettez du bois plus dur, genre un peu acajou, et puis au centre, on met ce bois d'okoumé qui va très bien pour faire ça. Mais ce bois-là de Cap Azaria, c'est une réserve parce qu'il y avait un très, très beau peuplement de ces arbres okoumés qui sont en fait plutôt une espèce secondaire, on pense, de forêt. Mais enfin, ceux-là sont très vieux et cette forêt était très agréable parce que sous ces grands arbres, il y avait très peu de recrues, très peu de plantes ennuyeuses. On pouvait se promener très bien. Et puis, la forêt était sillonnée par des petits ruisseaux d'eau tout à fait claire avec un fond de calcaire, parce qu'en fait, on est sur une plaque calcaire et une eau parfaitement limpide, un tout petit peu entrée. Et là, je me souviens, j'ai surtout trouvé 3 espèces, donc la Phiosémion australe, la Phiosémion striatum, et puis un petit caracoïde, Tica alestidé, Neolebias ansorgi. Et ces 3 espèces étaient absolument ravissantes. Et les trouver dans ce cadre magnifique, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Et j'ai été très heureux de recevoir une photo de mon ami Olivier Legros, qu'il a obtenue d'un de ses amis de lui, je ne sais pas, M. Pullman, je ne sais pas comment. Ah, pour l'Austral, oui. Oui, pour l'Austral. Donc, justement, ces Australes-là photographiés viennent précisément du Cap Esterias, ces ruisseaux. Vous voyez, c'est un ravissant poisson. Non seulement les couleurs sont jolies, mais la manière dont les couleurs sont disposées, la forme du poisson avec cette queue en lyre, tout ça, on a l'impression que ce poisson a vraiment été dessiné par un artiste. Et du reste, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. C'est la beauté dans la nature. Pourquoi est-ce que des poissons, des papillons, etc., nous paraissent à nous beaux, mais aussi paraissent beaux à leurs congénères? Je veux dire, il y a quelque chose à dire parce que ce n'est pas simplement une affaire de couleur, d'avoir du rouge, du jaune ou du bleu vif, etc. C'est aussi la disposition, les dessins qui sont incroyables. Pourquoi c'est comme ça? Je n'ai pas de réponse. C'est aussi évidemment très valable pour beaucoup de poissons marins, de poissons de coraux, qui ont non seulement des couleurs merveilleuses, mais aussi des dessins extraordinaires. C'est un grand mystère. Et donc, bon, chez les kilis, on trouve beaucoup d'espèces colorées, et justement avec aussi des dessins et des formes très, très jolies. Donc, il y avait ces 3 espèces-là. Et comme je dis, c'est un de mes meilleurs souvenirs. J'étais du reste pas du tout au Gabon pour chercher des poissons. J'étais pour essayer d'organiser une conférence sur la recherche écologique et l'éducation écologique dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça a du reste échoué. Mais enfin, bon, grâce à ça. Et je n'ai passé peut-être qu'1 heure dans cette forêt, il ne faut pas croire. Bon, voilà. Alors, après, je crois qu'on va au Bénin, non? Oui, on va jusqu'au Luxtophalmus ou on saute un bout?
Non, non, D'accord, ok. on va aller où? Ça va? Alors, oui, oui, On parfait. prend beaucoup de temps? Non, Bon, non, c'est très bien. bon, très bien. On est dans Ponchax Petersie et Fundulo Ponchax Ah Valkyrie. oui, oui. Alors, comme vous savez, je crois que je vous avais dit, j'ai aussi vécu quelque temps en Côte d'Ivoire dans les années 60. Et là, évidemment, j'ai cherché aussi des poissons. Et j'ai trouvé des kilis. Et tout près de ma maison, il y avait un petit marais au bord de la lagune Ébriée. Et dans de l'eau très peu profonde, il y avait cette petite espèce d'Aphiosémion qui s'appelle Petersii, qui n'est pas une des espèces qui a, disons, la parure la plus éclatante, mais qui est quand même très jolie, un peu de feuilles mortes. Et je les avais aussi ramenés à Pierre-Alain de Meuron, qui les a élevés pendant très longtemps et il les aimait beaucoup. Ce qui était marrant, c'est que ces poissons avaient tendance à produire ce qu'on pensait être un goitre. Et en effet, en mettant un petit peu de iode dans leur eau, ça partait. Bon, autre espèce que j'ai trouvée, de kili que j'ai trouvé en Côte d'Ivoire et que j'ai un peu étudié, c'était cette maintenant ça s'appelle Fuldelopanchax walkeri. C'est une espèce qui est assez répandue en Côte d'Ivoire et même dans les savanes, les premières savanes guinéennes, enfin, dans la région du Veybaoulé, où il y avait une station de recherche où vous allez souvent. Alors, cette espèce-là, dans cette savane, vivait dans des petits ruisseaux qui, en effet, se séchaient à la saison sèche. Et donc, on avait toutes les apparences d'une espèce annuelle. Mais pourtant, je n'ai jamais pu le prouver. J'ai plusieurs fois pris de la boue du fond de ces petits marigots où je savais qu'il y avait une bonne densité de ces poissons quand ils avaient de l'eau. Mais au contraire de ce que j'avais pu, donc j'ai pu obtenir plus tard avec les Notobranchus là, de Aéro, là, de près du lac Victoria, j'ai jamais pu obtenir un alvin de Fuldelopanchax walkeri en mettant de la boue dans de l'eau, etc. J'ai essayé plusieurs fois et tout. Et puis, une fois, j'ai eu aussi une expérience qui m'a montré, qui m'a vraiment fait douter que l'espèce soit annuelle. Parce que j'avais trouvé une très belle population qui vivait dans un espèce de trou d'eau qui était relié au système hydrographique par un petit ruisseau pendant la saison des pluies. Et puis est venue la saison sèche, tout a séché. Et puis quand la saison des pluies suivante est venue, elle n'a pas été très abondante. C'est fait que le fossé, là, le petit trou, s'est rempli d'eau, mais il n'y a pas eu de liaison, si vous voulez, avec le réseau hydrographique. C'est juste rempli d'eau. Et aucun Aphyosium walkeri n'est apparu dans ce trou. Donc, comme si le fait qu'il ne soit pas relié au réseau hydrographique, eh ben, les Walkeri ne l'avaient pas envahi. Voilà, ça monte. Puis aussi, il y avait une espèce de mare qui était un peu sur un plateau et qui se remplissait d'eau chaque saison des pluies. Et une fois, il y a des petits barbus qui ont réussi à la peupler parce que je pense qu'il avait beaucoup plu, qu'il a dû avoir un filet d'eau qui a coulé entre les herbes de la savane jusqu'à un petit ruisseau et qui avait réussi à les envahir pendant une saison. Mais par exemple, les Fuldelopanchax walkeri n'ont jamais réussi à atteindre cette marque. Donc, mon expérience, c'est plutôt de dire que ce n'est pas une espèce annuelle et que simplement, elle se multiplie beaucoup quelque part, puis elle envahit très rapidement les ruisseaux en les remontant quand il y a de l'eau. Voilà. Epiplatis chaperi et bifasciatus. Alors, oui, toujours en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une espèce qui est bien connue d'un Epiplatis chaperi qui a une assez grande zone de répartition. Donc, on les trouve depuis la côte jusqu'à dans ces savanes guinéennes au nord de la forêt. Il y en avait justement très belle dans cette savane de Lamto où il y avait une station de recherche où j'allais souvent dans un petit ruisseau. C'est une espèce très jolie qui a changé de nom plusieurs fois, mais finalement, il semble bien que ce soit Epiplatis chaperi. Et puis alors, l'autre espèce que je mets sur ça, c'est Epiplatis bifasciatus. Et alors, cette espèce, en fait, c'est une espèce soudanienne. Normalement, elle vit donc dans les savanes soudaniennes, donc bien au nord de la grande forêt humide, même au nord des savanes dites guinéennes. Et elle a une énorme aire de répartition du Sénégal, je pense, jusqu'au Soudan, dans cette bande de végétation soudanienne, dans les eaux, dans les mares. Il y avait par exemple une magnifique population dans une mare qui se trouvait au nord de ce qu'on appelait la réserve de Bouna. Je crois que maintenant ça s'appelle la réserve
le parc national de la Comoé, qui se trouve donc dans l'angle nord-est, oui, nord-est de la Côte d'Ivoire, donc à la frontière du Burkina Faso. Là, je me souviens, tu avais été une fois, et c'était, je pense, à la fin de la saison des pluies, et ces poissons, c'était en reproduction, et ils étaient vraiment d'une beauté, ces petits poissons étaient vraiment d'une beauté étincelante. Ce qui est très curieux, c'est que j'ai trouvé une population de ce poisson dans des petits lacs qui se trouvaient sur le canton littoral, près de la mer. Sur ce canton littoral, il y a une zone parfois qui est sans arbres, donc bien exposée au soleil. Et là, on trouve une ou deux espèces qui sont des espèces normalement soudaniennes, dont Stepiplatis bifasciatus, dans quelques populations là. Et on peut imaginer que pendant des périodes très sèches comme il y a eu, les savanes soudaniennes, etc., sont arrivées jusqu'à la côte. Donc, ces poissons ont pu descendre et s'habituer et vivre là, dans ces petites choses de la côte. Et puis ensuite, quand donc le climat est redevenu plus humide, que la forêt tropicale humide a repris pied, eh bien, elles sont restées isolées dans ces petits lacs tout près de la côte, qui sont donc établis sur les sables côtiers. Donc, c'est des sables d'origine marine, et dans cette eau-là. Dans les mêmes endroits, mais dans des petits lacs qui, eux, auraient tendance à être ombragés par des arbres, on trouve une autre petite espèce de kili très jolie, c'est Epiplatis dageti, qui est un poisson qu'on peut trouver on pouvait en tout cas trouver assez facilement en aquariophilie. Donc, petite espèce avec des bandes verticales, qui a un corps, disons, blanc, oui, avec des petites barres verticales noires, et qui est très jolie. Et il y a une souche qui vient, sauf erreur, du Libéria ou de la Guinée. Les mâles ont même la gorge jaune, orange, mais ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Et alors, ce qui est chemin, c'est qu'avec ce petit Apliplacis chapéri, j'ai trouvé un autre petit poisson. Alors, cette fois, c'est un petit caracoïde, que maintenant ça s'appelle l'Epidarchus adonis. C'est un poisson que vous voyez comme dans la photo qui n'est pas très coloré, qui est brun, mais il a un grand dimorphisme sexuel. Les mâles ont des nageoires beaucoup plus grandes et plus d'ornementation. C'est un minuscule poisson, de quelques centimètres. Et on ne le trouve que dans ces eaux près de la mer, mais dans de l'eau tout à fait douce, mais de l'eau noire, et il vit justement en compagnie d'Epiplatis chapéri. C'est pour ça que je te... Alors, c'est amusant parce que ces poissons, en fait, je les trouvais assez vite après mon arrivée en Côte d'Ivoire. Donc, je pense, si ce n'est en 1963, au moins en 1964. Puis, j'avais bien remarqué qu'il était quelque chose de spécial, mais bon, je l'ai gardé. Et puis, quand finalement, pas mal de temps plus tard, je l'ai envoyé au docteur Jacques Géry, il m'a dit, ah, c'est vraiment dommage. Il y a Roberts qui vient d'écrire l'espèce sous le nom de l'Epidarchus adonis. Il l'a trouvé au Ghana. Si vous étiez dépêché un peu plus, c'est vous qui l'auriez découvert. Voilà, ça m'est arrivé, ça en fait plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai trouvé des poissons, en fait, le premier, et puis, faute, disons, de les amener en scientifique, etc., ben voilà, d'autres les ont décrits après. Ça m'est arrivé quelquefois, mais ça ne m'attriste pas du tout, au contraire. Bon, on continue. Oui, Epiplatis sexfasciatus. Alors, voilà. Alors maintenant, en 1975, 75, si vous voulez, j'ai pu faire un très court séjour au Bénin. J'étais en fait en route pour la Suisse pour passer les fêtes de Noël, c'était en décembre. Et puis j'avais passé par le Bénin parce que je savais qu'une équipe de botanistes allait faire quelques recherches et comme je les connaissais, ça m'intéressait d'être un peu avec elles. Dans cette équipe, il y avait le professeur Adjanaoun, qui était un Béninois, grand spécialiste de la végétation de l'Afrique de l'Ouest et des forêts de l'Afrique de l'Ouest, et qui était donc professeur de botanique tropicale à l'université de Toulouse. Et puis, il y avait un autre monsieur, ivoirien, lui, je ne me souviens plus de son nom, qui était vraiment le génie des arbres, parce que ce type, il était né dans une région forestière de la Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas si son père était sorcier ou quelque chose comme ça. Enfin, il connaissait tous les arbres de la forêt ivoirienne. Et non seulement il les connaissait, mais il était capable de les reconnaître juste en regardant le tronc. Et il n'y a rien de plus difficile parce que tous ces arbres se ressemblent un peu. Les feuilles sont à 20 mètres en l'air, les fleurs, on n'en parle pas.
etc. Et lui, il avait ce don naturel de reconnaître tous ces arbres. Alors, au début, évidemment, il les connaissait avec leur nom local, mais il a fait des études universitaires, ça fait que maintenant, il était capable de donner les noms scientifiques. C'était extraordinaire. Donc, il était avec ce professeur Adjana Uno Bénin, et puis il y avait d'autres personnes. Et alors, l'idée, c'était d'essayer de retrouver des petits lambeaux forestiers sur la côte béninoise, parce que la côte béninoise est très peuplée, et donc presque tout a été défriché, cultivé, etc. Mais quand même, en cherchant bien, on arrive à trouver quelques petits îlots forestiers restés. Et notamment, on a retrouvé un qui était en fait un bois sacré, parce que pour certaines, les Béninois, en principe, sont chrétiens dans cette région, mais ils restent attachés à leurs coutumes, mais ils ont encore des stages. Les jeunes gens, notamment quand ils sont circoncis, font une espèce de retraite dans les forêts, d'initiation. Je pense que c'est pour que les malheureux aussi puissent se guérir, parce que ça doit faire quand même assez mal quand on vous fait ça vers 12-13 ans. Hein. Bon, et ils sont là. Donc, il y avait ce petit bois sacré qui s'appelait Pombé, qui était un peu à l'ouest de Cotonou. Et dedans, il y avait une très jolie petite rivière. Et dans cette petite rivière, j'ai attrapé ce que je pense toujours être des Epilephatis sexfatatus, donc un kili assez grand, avec en effet 6 barres sur le corps. J'ai pu les attraper, j'ai pu les mettre dans sac plastique et je pourrais ensuite les rapporter en Suisse et toujours les donner à Pierre-Alain de Meuron. Et un peu plus loin, nous avons été à un endroit qui s'appelait Zaguanado. Et c'était un endroit intéressant parce que c'était la limite géologique, si vous voulez, entre les sables tertiaires. C'est une formation géologique qui suit presque toute la côte de l'Afrique occidentale, donc des sols sableux, dans lesquels il y a des lagunes et pas mal d'eau. Et, donc le massif cristallin africain dont les roches sortaient à cet endroit. Donc le passage est brutal. Et là, déjà sur le cristallin, il y avait quelques mares. Et des saintes mares, il y avait un petit Aphiosemion que je pensais être un Aphiosemion bivitatum à l'origine. C'était une population de très petite taille. Et c'était intéressant puisqu'ils étaient déjà sur. Alors qu'on disait que les arbres bivitatum ne visaient que dans des cours d'eau situés sur sable tertiaire. Donc, j'ai pêché nos poissons, sacs plastiques et je vais les ramener aussi à Pierre-Alain de Meuron. Et puis, un petit peu plus loin, sur la route qui va à Porto Novo, là, la route rentre un petit peu vers l'intérieur et coupe au fond la dépression dans laquelle il y a les lagunes. Et elle traverse au fond des marais qui séparent deux lagunes. Donc, à l'ouest, il y a la grande lagune de Cotonou qui s'appelle Nokoué. À droite, il y a des lagunes plus petites. Et cette route-là, cet endroit est comme une espèce de digue. Et on était en saison, oui, décembre, c'était déjà, la saison sèche était déjà bien avancée. Et donc, sur la droite de cette route, à gauche, il y avait des marais, une végétation très touffue, c'était presque difficile d'y pénétrer. Mais à droite, le terrain était plus libre, il y avait quelques mares d'eau. Et puis, il y avait un arbre qui m'a étonné parce que j'ai tout de suite vu que ce n'était pas un arbre de l'endroit. Et les botanistes m'ont bien dit, je l'avais bien reconnu. C'est un Melaleuca, c'est un arbre australien qui a dû être planté par là pour un peu assainir le terrain, parce que ces arbres qui sont capables de pousser dans des sols assez marécageux, assez asphyxiants. Ainsi. Bon, ça donnait un peu une drôle d'allure. Et j'ai donné quelques coups de filet dans ces mares-là, et j'ai attrapé un magnifique kili qui s'est révélé donc être Philolopanchax filamentosum. Vraiment un poisson ravissant, très joli, il n'y en avait pas beaucoup. Et on voyait que ces mares, il y avait bien des chances qu'elles s'assèchent complètement dans les mois qui allaient suivre parce qu'on était finalement qu'au début de la saison sèche. Bon, je suis parti, j'ai ramené ces 3 espèces donc à Lausanne, je les ai données à Pierre-Alain de Meuron. Malheureusement, les filamentosum n'ont pas vécu très longtemps, mais les deux autres espèces très très bien, si bien que quand mon pauvre ami Pierre-Alain de Meuron est mort en juin 2012, ils les avaient encore. Et puis, j'ai cru malheureusement qu'avec sa mort, il s'était perdu parce que un aquariophile, ami de Pierre-Alain de Meuron, Jacques Lerde, était venu prendre la plupart de ses poissons
Et j'avais des centimes distribués lors d'une bourse Kilifil qui avait suivi peu de temps après. Et puis, j'avais donc perdu la trace de certaines espèces, dont en particulier les Epiplatis sexfatatus et les petits Bivitatum, comme je les appelais, de Zaguanado. Et voilà qu'il y a très peu de temps, en regardant Facebook, je vois un message qui n'était pas pour moi, mais sur lequel j'avais été mis, comment dire, Oui. hein, et je vois certain, un certain Olivier Legros, que je connaissais du reste un peu, eh bien, avait toujours ces petits aphiosemions qu'il appelait des aphiosemions bitemniatum ou chromoaphiosemions bitemniatum de Zaguanado. Alors, j'ai vraiment été ému par ça. Je lui ai tout de suite écrit et je lui ai dit, et comment c'est possible que vous avez toujours ces poissons? Parce que c'est des poissons que seulement Pierre-Alain de Meuron avait. Est-ce que vous les avez parce que Pierre-Alain de Meuron vous les a donnés à un certain moment, ou est-ce que vous les avez en quelque sorte hérités après sa mort? Et là, Olivier Legros m'a expliqué que oui, en effet, Pierre-Alain de Meuron, à certains moments, lui avait donné ces poissons et qu'il les avait élevés pendant assez longtemps, mais qu'il les avait perdus et qu'en effet, ceux qu'il avait maintenant, eh bien, il les avait récupérés après la mort de Pierre-Alain de Meuron. Ainsi, les souches de ces petits poissons, c'est vraiment une espèce très petite, que j'ai récoltées en 1975, 75 si vous voulez, au Bénin, existent toujours et est toujours élevée par Olivier Legros, qui en a donné à d'autres personnes, dont le monsieur qui m'a gentiment permis de mettre cette photographie. Rudolf Vollmann. Rudolf Vollmann. Voilà. Alors, c'était une population Zaguanado dont les exemplaires étaient très petits quand je les ai capturés, et puis ils sont restés petits chez Pierre-Alain de Meuron. Je ne sais pas comment ils sont maintenant. Par la suite, en 83, je suis retourné, j'ai fait un séjour beaucoup plus long, presque de 3 mois au Bénin, pour un organisme des Nations Unies, l'UNSO, qui étudiait les problèmes de désertification dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, j'ai retrouvé alors là, des autres souches d'Aphiosemion bitemniatum. Par exemple, il y avait une souche qui vivait à l'ouest, dans des dépressions à l'ouest de Cotonou. C'était une dépression qui faisait suite, si vous voulez, à la lagune Nokwe, dans des espèces de détons. Et là, c'était amusant parce qu'il y avait on les voyait très bien depuis la surface. Ils vivaient près des bords, mais quand même, ils s'aventuraient en petits groupes un peu loin des rives. Donc, ils n'avaient pas tellement un comportement d'aphiosemion normal. Ils vivaient plus dans l'eau libre, si je puis dire. Et j'ai pu en attraper là. Et entre parenthèses, cette eau qui était très ensoleillée parce qu'il y avait des fois, imaginez-vous qu'elle avait 36 degrés. Alors, quand on dit que les aphiosemions ne peuvent vivre que dans de l'eau très fraîche, eh bien là, ils étaient à 36 degrés, tout à fait heureux. Et donc, ils étaient plus grands. Alors, je ne suis pas retourné à Zaguanado. Par contre, en juin, tout à coup, des pluies torrentielles sont abattues sur le Bénin, à tel point que dans mon quartier, il y avait au minimum de 50 cm d'eau dans les rues, même plus. Et heureusement, moi, j'étais un des seuls qui pouvait circuler parce que j'avais acheté pour le projet un gros 4x4 Nissan. Et j'étais à peu près le seul véhicule qui pouvait encore circuler parce que j'avais une hauteur d'eau sur mes roues assez grande pour pouvoir rouler dans les rues de Cotonou. Et alors, une semaine ou comme ça, 10 jours après que les pluies aient commencé, je me suis dit, ah, mais je vais aller voir comment c'est là sur cette route de Porto Novo. J'avais vu les fils d'Europe en chaque philodrome. Je vais voir comment ça se passe, parce que maintenant, peut-être l'eau est revenue. Et j'y vais. Et en effet, toute la salle était complètement inondée cette fois. Et dès que je commence à jeter mon épuisette dans l'eau, mais je rattrape des centaines de jeunes filamentosum. C'était extraordinaire. Il y avait une éclosion vraiment massive de ces poissons. Je n'ai jamais vu ça. Et puis, il y avait aussi très nombreux de jeunes claridés, du genre Heterobranchus. Il y avait ces deux espèces, mais vraiment par milliers, par milliers. C'était vraiment une des expériences écologiques les plus étranges de voir comment la vie était revenue à cet endroit qui s'était complètement desséché et
déjà une dizaine de jours après que la pluie et l'eau soient revenues, et déjà, elle grouillait de poissons dans les filamentous. C'était vraiment une expérience assez extraordinaire. Bon, voilà, je suis retourné en Suisse, j'ai ramené donc encore ces poissons à Pierre-Alain. Et puis après, je suis retourné, je vivais au Kenya à ce moment-là. Voilà. Et là, on arrive déjà à la dernière espèce, C'est, Poroponchax luxtophalmus. oui, alors au Bénin, j'ai aussi été, comme j'ai été assez longtemps, le long vers la frontière nigériane. Alors, la côte béninoise n'est pas très longue. En fait, elle a exactement 121 km de long. Mais le long de cette côte, il y a un gradient dans l'humidité qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si vous allez sur la frontière du Togo, là, vous êtes, on peut dire, en zone sahélienne. C'est vraiment extraordinairement sec. Et puis, à fur et à mesure que vous vous dirigez vers l'est, l'humidité augmente. Vers Cotonou, elle est déjà pas mal, mais enfin, c'est raison. Et quand vous êtes à la frontière nigérienne, alors au contraire, vous avez un climat super humide. Et si la végétation pouvait pousser, ben, vous auriez une forêt tropicale humide. Et là, dans cette région, il y a beaucoup, évidemment, de cours d'eau. Il y a même un espèce d'endroit extraordinaire. Ça me fait penser un peu les Everglades. Il y avait comme une espèce de lac avec au milieu des grands arbres. Et on circulait aux pirogues là-dedans. Il y avait beaucoup de trafic parce que je crois qu'il y avait du contrebande sur le Nigeria. Et par exemple, cet endroit-là, j'avais attrapé une seule fois un exemplaire de pantodon, cette espèce d'extraordinaire poisson là qui a des ailes. Et puis j'avais trouvé une petite rivière où je me suis rendu plusieurs fois, qui avait une faune très intéressante. Il y avait aussi des Aphyosemium biteniatum, il y avait un Pelvicacomi stagnatum, il y avait d'autres cichidés. Et puis, il y avait un très joli poisson qui maintenant semble s'appeler Poropanchax Luxophthalmus. Luxophthalmus. Moi, je le connaissais autrefois sous le nom de macrophthalmus, mais maintenant, il s'appelle Luxophthalmus. Ces poissons qui ont des yeux bleus extraordinaires. Ils sont jolis quand réflexion. Les Anglais l'appellent des blue eyes. Et puis, en même temps, il y avait une autre espèce de blue eyes, beaucoup plus petite, qui est Forsterie. Je ne sais pas si on l'a mise. Non, on ne l'a pas mise. On ne l'a pas mise. Il y avait une autre espèce. Flavipinus. Mais alors, cette petite, j'ai ramené les deux aussi à Pierre-Alain de Meuron. Malheureusement, les Luxophthalmus sont révélés assez délicats et n'ont pas vécu très longtemps. Par contre, les Forichtis, je crois qu'ils ont vécu tout à fait parce que à la mort de Pierre-Alain de Meuron, quand je suis passé chez lui en septembre, il est resté encore quelques poissons, quelques aquariums. Et il y avait cette espèce que j'ai pris chez moi et que j'ai pu garder encore quelques temps. Et malheureusement, elle s'est tout à fait éteinte. Mais c'était assez drôle de penser que... Voilà. Alors, un mot de conclusion. On va s'arrêter là? Oui. Bon, alors, en fait, je voulais aller beaucoup plus loin. Mais Julien m'a dit que l'heure a beaucoup passé et qu'on va peut-être s'arrêter là. Et je pense que peut-être parce que je n'ai pas fini en vérité avec les kili, je n'ai pas parlé des kili américains et sud-américains qui me tiennent très à cœur. Alors, si vous êtes d'accord, je pense qu'on va organiser peut-être une nouvelle session assez rapidement, puisqu'au fond, tout est prêt et qui sera plus courte et qui sera donc dédiée aux kili américains, disons, surtout sud-américains et mexicains. Alors voilà, je vous dis bonsoir, je suis désolé, je suis toujours trop long, j'arrive jamais à remplir mon programme, mais c'est comme ça. C'est formidable.